D'abord, je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être venus en cette fin de journée dans notre école. Lisa Mode Paris. Bon, j'espère que ce petit voyage au cœur du quartier latin n'était pas trop désagréable. On est ravis de vous accueillir et je suis ravi d'accueillir tout un groupe d'experts, de témoins, de gens qui ont vécu un peu d'une manière ou d'une autre ce que vous, dans votre diversité, avez vécu, les questions que vous vous posez, ils se les sont posées. Et en fait, on avait envie de partager avec vous un petit peu cette expérience, de sorte à ce que dans ce moment important qui est le choix des études supérieures, ça puisse éclairer votre choix. L'idée de cet after work, c'est véritablement d'évoquer les sujets d'orientation. C'est des sujets qui sont effectivement, comme je viens de le dire, importants et parfois un peu compliqués. Dans le dialogue entre les parents et les étudiants, c'est un moment charnière de l'entrée dans les études supérieures. Donc on s'est dit qu'on allait aborder le sujet d'une manière assez générale. On ne va pas parler tant que ça de Lisa Mode Paris ou des études qui sont suivies à Lisa Mode. Bien sûr, on sera ouvert à vos questions peut-être dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on est ravis de vous offrir un verre. Et là, on pourra rentrer dans le détail. Mais là, on n'est pas là pour vous dire que Lisa Mode Paris est la plus belle école d'art appliquée de mode à Paris. Bon, c'est le cas, hein, mais c'était plutôt pour se mettre un peu dans vos souliers et de se dire, voilà, vous êtes au moment de prendre des décisions qui sont importantes. Comment on peut vous aider à mieux les prendre? Pour ça, j'ai un panel d'expertes de très haut vol. Alors, je vais d'abord commencer par Perrine. Perrine, qui est la fondatrice, la dirigeante d'Azimut. Perrine, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'est Azimut? Azimut, c'est un média qui aide les parents sur l'orientation. Donc l'idée, c'est de parler aux parents, de les informer, de les rassurer et de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent être utiles et aider leurs enfants dans l'orientation avant le bac et au moment du bac. On va rentrer plus dans les détails et pour ça, je vais donner la parole à Mélissa qui a passé son bachelor 3 ans dans notre école. Mélissa, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais maintenant? Et du coup, je m'appelle Mélissa Blancard. Donc là, je suis en année de professionnalisation, donc toujours à Lisa Mode, donc qui est une année uniquement pour faire des stages, pour profiter en fait de la scolarité pour continuer à faire des stages, etc. tout le long de l'année. Et j'ai fini en mai dernier. Et là, actuellement, je suis dans un atelier de costumes d'opéra et de haute couture, donc qui travaille pour l'Opéra Garnier, l'Opéra de Bastille et d'autres opéras en Europe, et qui sont aussi des petites mains chez Dior, Hermès. Toute la haute couture. Donc voilà, je fais ça actuellement. J'ai demandé à Audrey de relever le défi. Audrey est la directrice de la vie étudiante à l'école. Elle a un passé qui l'a amené à être très proche de parents d'enfants qui avaient un parcours plus chahuté. Et tu es en contact en direct avec... raconte un peu ce que tu fais et qui tu es. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Audrey. Mon parcours a particulièrement longtemps été orienté avec les jeunes en décrochage scolaire et donc forcément d'avoir une relation privilégiée avec les parents et toutes les questions d'orientation sous-jacentes à cette problématique quand on n'arrive pas forcément à s'intégrer dans la scolarité. Aujourd'hui, dans mon rôle de directrice de la vie étudiante, j'échange énormément avec des parents qui se posent des questions, même une fois que les enfants sont scolarisés chez nous, c'est-à-dire qu'on est arrivé en première année et en fait finalement parfois, il arrive que le mythe ou le fantasme qu'on avait se déconstruise ou qu'on réalise que ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Donc la question se pose de la réorientation et comment guider cette réorientation le mieux possible pour que ce soit un bénéfice pour tous. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je prendrai éventuellement la parole ce soir. On va passer maintenant à Elodie. Elodie, tu es professeure à Lisa Mode Paris. Peux-tu nous parler de ton contact avec des étudiants? Oui, je suis professeure d'outils graphiques à LISA depuis 4 rentrées. Donc là, c'est ma 4e rentrée. Mais j'étais professeure dans d'autres écoles maintenant. Je suis 100% ici. Et donc, j'accompagne les élèves sur les techniques des logiciels Adobe pour la mode, donc adaptés à la mode. Première année, toutes les premières années. Les deuxièmes années, classe anglaise, classe française également. Et la filière business également.
J'ai envie de poser une question à Perrine. Perrine, à quoi ça sert un conseiller d'orientation et quelles sont les questions que se posent les parents d'aujourd'hui, de 2024 ? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire appel à un conseiller d'orientation extérieur, indépendant, etc. Parce qu'il y a plein de ressources à disposition des parents. Il y a le lycée de l'enfant dans lequel il y a des ressources dédiées à l'orientation, les professeurs et puis éventuellement des personnes dédiées à ce sujet de l'orientation. Et puis, les parents, déjà en eux-mêmes, ils sont une vraie ressource. Ils peuvent être au service du projet d'orientation de l'enfant. Et surtout, j'ai surtout envie de dire, et c'est la première chose que je dis tout le temps, c'est le projet d'orientation de l'enfant. Ce n'est pas le projet d'orientation du parent. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre au service de ce projet d'orientation. Et voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de conseiller, mais parfois, si, parce qu'il y a une chose qui n'est pas de bol, c'est que ça tombe en même temps que le bac et la pression, que l'adolescence et la partie un peu peut-être rébellion des jeunes vis-à-vis de leurs parents. Donc ce n'est pas le moment idéal d'aborder un sujet d'avenir et de long terme. Et pourtant, il faut que les enfants comprennent que pour les parents, vous êtes ce qu'on a de plus cher, on veut le bien pour toujours, on veut que ça soit confortable pour vous. Et du coup, c'est difficile pour nous de vous voir dans une situation un peu bancale où vous hésitez. Donc, en fait, voilà, les parents, ils sont toujours dans cette soif d'être rassurés parce qu'ils sont inquiets. Et pourtant, il est très important que cette anxiété, cette inquiétude, ce stress ne déteigne pas sur le projet d'orientation et sur l'enfant, parce que l'enfant doit avoir un peu l'esprit le plus clair possible. C'est déjà très compliqué dans ce moment brouillé, mais voilà, s'il peut avoir l'esprit clair, sans le stress du parent, c'est l'idéal. Mélissa, ton projet de venir dans une école de mode, quand l'as-tu formé, à partir de quand et comment tu t'es décidée ? Moi, je suis très créative depuis toute petite. Donc, c'est-à-dire qu'à 10 ans, j'ai demandé une machine à coudre à ma maman. Elle me l'a offert pour Noël, mon anniversaire, le Noël d'après et mon anniversaire d'après. Mais je l'ai eu. Et après, ça vient peut-être aussi du fait que je suis la 3e enfant. Donc, où mon grand frère avait un peu des problèmes, des difficultés des études, etc. Donc il n'en a pas fait. Et ma sœur était très créative aussi. Donc ils ont fait un peu, on va essayer de vous trouver un avenir. Faites ce que vous aimez et puis vous en aurez un. Et moi, j'ai pas trop laissé le choix. Donc en fait, j'ai cherché sur Internet toutes les écoles de mode possibles. J'ai fait mon entretien partout sans rien dire, ni à ma mère ni à mon père. Et puis après, j'ai évalué les écoles, j'ai vu ce que je préférais. Donc au final, c'était Lisa. Et après, j'ai dit à ma mère, maman, l'année prochaine, je fais Lisa Mode. Donc Mélissa, toi, tu es vraiment le cas de figure de quelqu'un qui était très déterminé dans ses choix, où finalement, le choix c'était entre différentes écoles, mais tu savais ce que tu voulais faire. Audrey, toi, dans les premières années, et Elodie, si vous pouvez répondre l'une après l'autre à la question, on a une grande diversité de profils. Comment vous les décririez, tous les jeunes qui arrivent, par exemple, Elodie, tous les nouveaux étudiants qui arrivent en septembre, octobre, là maintenant on est fin novembre, tu commences à les connaître. Comment tu décrirais les différentes... À partir de là, oui, effectivement, fin novembre, début décembre, on s'est quand même côtoyés pendant déjà quelques mois. Donc, on commence à se connaître un petit peu. Je commence à voir ceux qui ont eu du mal à s'intégrer dans des groupes d'amis et qui, finalement, là, commencent à faire partie d'une dynamique et développent aussi leur potentiel créatif par rapport à ça. Et des gens qui n'étaient pas forcément très assurés au début, dont les performances n'étaient pas optimales, finalement se révèlent. Donc en fait, l'année, elle va révéler, chacun à son rythme, les étudiants qui vont révéler leur potentiel. Donc c'est plein de facteurs différents en fait. Donc il y en a qui ont choisi, alors comme toi, qui savent exactement où ils vont, ils se donnent les moyens d'y aller, c'est très clair dans leur tête. Il y en a certains, ce n'est pas forcément le cas et il va falloir que nous, en tant qu'enseignants, on les accompagne aussi dans leurs doutes, en fait, les rassurer sur leurs compétences parce qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons avec les autres tout le temps. Donc cette première année, elle est quand même assez difficile et déterminante, mais c'est une année qui est hyper enrichissante à tout point de vue et je vois des étudiants qui arrivent avec finalement beaucoup de timidité et qui, à la fin de l'année, se révèlent et qui se rendent compte qu'ils ont fait le bon choix. Et d'autres qui arrivent avec beaucoup de certitude et qui finalement réalisent que ça n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé
et qu'il faut un peu changer leurs attentes par rapport au métier, par rapport aux attentes du métier. Tout ça, ça se joue assez tôt en fait. Audrey, est-ce que tu peux compléter, parce qu'en plus toi tu as la vision, Elodie est professeure en design, donc c'est la partie la plus créative, en ce sens qu'on imagine des collections et on apprend à les fabriquer. On a également dans nos écoles des gens qui apprennent ce qu'on appelle le fashion business, le marketing, la communication, tout le management de la mode, qui ont des profils qui sont un peu différents, tout aussi passionnés par la mode, mais qui ont des profils peut-être un petit peu différents. Tu peux parler de tous ces étudiants qui nous rejoignent ? En réalité, je compléterai ce que tu disais. Donc effectivement, ça se repère assez rapidement et c'est là où, dans le choix que vous allez faire de l'école que vous allez rejoindre, il y a le parcours académique qui va vous être proposé, qui est à regarder. Il y a la façon dont la pédagogie va être dispensée, qui est à regarder. Et puis il y a l'équipe de la scolarité qui est là pour accompagner les étudiants. Et en fait, il y a des équipes scolarité et des partis pris qui vont être plutôt de chacun fait et avance à son rythme et on n'est pas forcément très présent dans l'école. Nous, c'est pas le cas. Donc les élèves que toi tu as repérés qui ont peut-être des difficultés d'intégration ou qui ont une difficulté de prise en main de leurs apprentissages, nous, on va les recevoir, on va les accompagner. Et c'est ce qui va nous permettre soit de faire un raccrochage et de trouver les biais et les moyens pour poursuivre la scolarité ici et de concilier ou de réconcilier des imaginaires et la réalité, soit de les accompagner dans un choix de réorientation éventuel. Mais c'est pour moi un des points qui est important dans le choix de l'école que vous allez faire pour la suite, le choix du format d'école, université ou école, quelles écoles, de vous renseigner un peu sur la façon dont la scolarité accompagne les étudiants. Est-ce que c'est un service qui est que administratif parce qu'effectivement, il faut le faire et c'est à nous que ça incombe, ou est-ce qu'il y a aussi une volonté d'accompagner les étudiants ? Par exemple, à l'ISA, mais ça fonctionne comme ça dans d'autres écoles, on a des chargés de promotion, donc des personnes qui sont chargées d'une promotion et donc qui peuvent être dédiées à cette promotion-là. On anime des plénières de classe, donc en fait, assez rapidement au mois d'octobre, on a moyen d'échanger avec nos étudiants de manière un peu systémique pour comprendre ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer ou pas. Et donc ça, c'est vraiment un parti pris de l'école et poser ces questions-là, demandez-leur. Qu'est-ce que vous faites avec les étudiants ? Comment est-ce que vous animez ces temps-là pour justement comprendre un peu quel est le suivi qui peut être proposé et donc comment est-ce qu'on peut voir les évolutions en fait, des étudiants dans l'école ? Moi, je voudrais creuser un peu ce point-là, finalement, qui est à ce stade-là de l'année. C'est quoi quelles sont les questions qu'il faut que vous posiez aux écoles ? Quels sont les signaux qu'il faut observer en journée portes ouvertes, sur les sites internet, etc. Donc, je ne sais pas qui veut répondre, mais peut-être en commençant par Perrine. Déjà, je pense qu'il y a deux types de questions, deux types de questionnaires, deux types de grilles d'évaluation à avoir, celle des parents et celle des enfants. Et je pense que c'est vraiment important que vous ayez en amont, chaque groupe, ait préparé un peu quels étaient ses critères, ses centres d'intérêt, les questions qui allaient être posées. Et qu'ensuite, vous débriefiez ensemble, et pas forcément en direct lors des journées portes ouvertes. Et moi, je dis toujours aux parents, dispersez-vous, restez pas collés avec votre enfant. Vous avez chacun des choses à enquêter. J'avais appris il y a 2-3 ans que les jeunes posaient des questions qui m'avaient vraiment surprise et ils posaient des questions aux étudiants qu'ils rencontraient en disant « Est-ce que tu t'es fait des nouveaux copains ?» Bon, moi je pensais pas que c'était la question qu'on se posait pour des études. Eh ben si, en fait. Et en tant que parent, eh ben c'est pas la question qu'on se dit pas « Tiens, mon enfant c'est génial, il va dans cette école-là pour se faire des copains », parce que c'est pas l'objectif. Mais pour lui c'est important. Donc en fait, c'est important que chacun ait sa grille de lecture et qu'ensuite vous débriefiez ensemble en disant moi je suis satisfaite de ci, ça, ça et ça, par contre j'ai des doutes là-dessus, par contre je suis contente de ça, et toi qu'est-ce que tu en as pensé ? Et ensuite on fait un petit bilan, un petit truc pondéré, voilà, sur une analytique, et puis on y va ou on n'y va pas. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une réconciliation des deux points de vue. Mélissa, toi, dans les JPO tu regardais quoi ? En fait, j'ai pas fait de JPO en tant que... parce que j'étais un peu dans le rush de trouver des études, parce que de base, c'était pas prévu. C'était un peu Covid, hein. Oui, c'était le Covid. À la fin de mon lycée, je devais partir voyager. Je n'ai pas pu, donc en mars, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose l'année prochaine. Mais par contre, j'ai fait beaucoup dans le sens opposé. J'ai fait les JPO en tant que présidente du BDE. Et là, du coup, j'étais présidente du BDE en 2e année, et donc j'avais tous les étudiants qui venaient me poser des questions, et les parents aussi. Et c'était vraiment ça en fait, on me demandait plus sur la vie d'école plutôt que sur l'école en elle-même, parce que en fait sur l'école en elle-même, quand on va parler à des étudiants, c'est plus ou moins le même cursus et on va plus ou moins faire les mêmes choses dans les mêmes écoles. Donc
il y a des différences, bien évidemment, mais en fait, ce qu'on veut, c'est l'essence même de l'école. Et moi, je sais qu'il y avait vraiment cette essence-là de famille à l'ISA, où j'étais en mode, moi, je veux ça. Et donc, c'était vraiment les étudiants qui me demandaient, mais ça se passe comment entre vous ? Vous êtes combien par classe ? Ou des trucs qu'on va pas forcément demander, en fait. Et est-ce que tu peux travailler là, en dehors de tes cours ? Est-ce que tu as le temps ? Commencer avec le corps pédagogique, machin ? Et en fait, c'est des questions super importantes, parce que c'est le truc qui te met à l'aise dans ton école, outre que dans ta scolarité, en fait. Donc voilà. On vit à l'école autant qu'on y travaille. J'ai passé plus d'heures à l'école que chez moi et chez ma mère. C'est une réalité. Élodie, sur les bons signaux. Sur ce sujet, pour rebondir, pour certains, c'est la première fois qu'ils sont plus chez eux, qui quittent la maison. Pour certains, c'est même la première fois qu'ils quittent leur pays, puisqu'on a pas mal d'étudiants qui sont non francophones. Et donc, c'est vrai que c'est quand même pas un détail de se dire qu'on va se retrouver dans un environnement où on va trouver des interlocuteurs. Ça ne veut pas dire qu'on retrouve une vraie famille, ça veut dire que s'il se passe quelque chose, si on se sent perdu, on a toujours un interlocuteur. Et ça, c'est quand même très rassurant. Et pour les parents aussi, en fait. Ça devrait être rassurant pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà un point, je pense, qui est non négligeable ici. Mais de ce point de vue-là, comment on vérifie ? Parce que toutes les écoles se présentent, et c'est vrai que les JPO, enfin les journées portes ouvertes, ou les brochures, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elles se ressemblent, mais ce je ne sais quoi qui fait la différence, comment, parents d'un côté, enfants de l'autre, on s'en assure pour faire le choix ? Perrine ou Audrey, vas-y. Mini réponse, un premier point, vous regardez les comptes Instagram, vous regardez les abonnés et vous allez suivre des abonnés, ce sont majoritairement des étudiants, et ensuite vous les contactez en MP et vous leur posez des questions. Je pense qu'il n'y a pas meilleure information que des gens qui sont scolarisés là. Faut pas croire le directeur. J'allais le dire, effectivement, bravo. Il y a ça. Pour les parents, ça peut être d'appeler des anciens élèves aussi, sur LinkedIn par exemple. Les gens sont contents de témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ils vous diront la vérité de ce qu'ils ont vécu, en fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc en fait, on peut y aller, on peut poser des questions et les gens sont contents de témoigner. Vous pouvez parler à certaines personnes dans les ressources humaines aussi, sur l'employabilité des étudiants de telle ou telle école. C'est important de regarder un peu les cursus. Et surtout, il faut quand même avoir en tête que le parcours d'orientation, il n'est pas forcément linéaire. En fait, il est fait de plein d'étapes différentes. Quand on rentre dans une école, c'est peut-être pas la seule école qu'on fera. Alors, il peut y avoir des réorientations, hein, ça arrive. Et c'est parce que, de toute façon, les jeunes vont changer plein de fois de métier. Donc, il y en a beaucoup qui changent déjà plein de fois d'études. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ensuite, c'est fait de plein de petites étapes, plein de petits raccrochages, de compléments, etc. C'est la vie qui est faite comme ça. Donc, il ne faut pas non plus se dire... moi, je veux les critères de telle école sur les 3 premières années, parce qu'en fait, ça ne fait pas la personne, ça ne fait pas le diplômé. Elodie, quand tu as le sentiment qu'il y a une mauvaise orientation, qu'il y a un mauvais choix, comment tu t'en prends conscience, comment tu le détectes et finalement, comment tu l'expliques les erreurs d'aiguillage ? Les erreurs d'aiguillage, c'est souvent une idée fausse du métier. C'est quelque chose, un peu un mirage d'un métier de mode incroyablement glamour qui ne l'est pas toujours. Il faut bien l'admettre. Ça ne l'est pas toujours, on est d'accord ? On est d'accord. C'est super, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes, comme dans tous les métiers, et dans tous les métiers techniques aussi. Il y a beaucoup de techniques, donc ce n'est pas que jeter du tissu sur un mannequin. Hein, voilà. Donc c'est souvent lié à un mirage sur vraiment le corps du métier, et donc c'est un manque de connaissances, d'une part. Après, ça peut être un manque d'intégration qui a fait que finalement l'élève n'a pas développé son potentiel. Ça peut être ça, j'avoue que c'est plus rare. Mais il y en a finalement peu, en fait. Je me rends compte au fur et à mesure que ce n'est pas un problème de performance. C'est-à-dire que les élèves qui arrivent en première année ne sont pas tous des stars. Hein. C'est pas, y a des niveaux différents, il y a des envies différentes, il y a plein de profils. Et qu'ils se découvrent au fur et à mesure du cursus, en fait. Il y en a qui vont adorer la technique, le modélisme, et qui vont vraiment se trouver là-dedans, alors qu'ils ne pensaient pas du tout. Certains autres qui vont adorer, je ne sais pas, l'artisanat, la broderie, et qui ne connaissaient pas du tout en arrivant. Donc, en fait, tout ça, ça se développe, et on va commencer à développer. Donc, finalement, je trouve que
il y en a très peu qui ne trouvent pas leur compte parce qu'on touche à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode en tant que directeur des ressources humaines dans des maisons aussi diverses que Dior ou Petit Bateau ou Ralph Lauren. Il y a une très grande variété de métiers finalement. Alors dans la partie business, c'est vraiment très très vaste, hein, parce qu'entre diriger un réseau de boutiques ou être community manager d'un compte Instagram de marque, ou c'est vraiment très divers. Mais même dans les métiers de produits, donc de design, il y a une très grande variété. Il y a des passerelles de l'un à l'autre. Et je me rends compte en 3e année, si je me souviens par exemple de tes camarades, Lara Nour qui est avec nous, elle est moyennement branchée par le modélisme, mais elle est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Toi, t'es vraiment une personne de la couture, t'adores coudre. Enfin, tu m'as raconté, peut-être Voilà, mais raconte un peu peut-être. Moi, j'avais un peu ce truc-là. J'avais idéaliser un petit peu la mode, hein. J'étais là, c'est trop bien, je vais dessiner des vêtements, je vais les faire et je vais tout faire moi-même et ça sera tout mon métier. Non. Il faut faire des choix ou alors il faut savoir combler mais être visé plus petit. Et non, mais moi de base je dessinais beaucoup de silhouettes, etc. Et en fait je suis arrivée, j'ai commencé à faire du modélisme. J'ai haï ça un temps parce que j'étais là, c'est des maths, je n'aime pas ça. Mais en fait, c'est devenu mon truc préféré. Donc, et ça, au bout de 3 ans. Et en fait, j'aimais pas tant que ça le textile. Donc, j'avais fait une spécialisation modélisme. Et là, je me retrouve à faire 20 heures de broderie par semaine actuellement. Et au final, j'adore ça aussi. Donc, en fait, oui, et je pense que c'est un truc qui se développe tout au long des expériences qu'on va avoir. Et c'est pas juste en école où on va le découvrir. Je rebondis là-dessus. Comment éviter le stress de se dire que la décision à prendre en terminale, c'est une décision Perrine, comment En fait, il va y avoir des stages, il va y avoir des étapes. On parlait de se renseigner sur l'avenir. Les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Je ne sais pas comment la mode va évoluer et quelle va être la partie de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. De toute façon, on ne peut pas savoir ce que feront nos enfants dans 15 ans. Donc, de toute façon, il faut y aller un tout petit peu à l'aveugle, mais eux, par étapes, ils vont ouvrir les yeux et puis trouver leur centre d'intérêt, leur aptitude. Il y en a peut-être certains qui vont trouver qu'ils étaient très très forts en dessin quand ils étaient en CM2, et puis arriver dans une école de mode, en fait, c'est pas vraiment ça leur point fort, parce qu'ils vont se rendre compte que eux, c'est plutôt, je sais pas moi, le détail, la main, l'aiguille, etc., qui va plus les intéresser, ou au contraire la partie business, marketing de la mode. Donc c'est aussi se dire qu'on ne peut pas avoir de certitude quand on se lance dans les études, mais quelles qu'elles soient, hein. Quand on fait une prépa, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme école. Quand on va à l'université, on ne sait pas trop ce qu'on fera après la licence. Quand on va dans une école, on ne sait pas très quel métier on va faire plus tard. C'est petit à petit, et vraiment, il ne faut pas essayer de l'imaginer sur l'autoroute toute tracée, parce que ça, c'est anxiogène. Une chose, enfin on en avait parlé à plusieurs reprises, qui est particulièrement anxiogène, c'est Parcoursup. C'est le gros mot. Alors, moi, j'en suis venue à aimer Parcoursup. Attention, hein, c'est un peu spécial. Non, mais en fait, je le vois comme un formulaire. Je le vois vraiment comme, je ne sais pas si vous payez des impôts, le site des impôts, on l'aime pas, mais bon, on fait avec. Parcoursup, on l'aime pas, mais on fait avec. C'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est un outil qu'on peut apprivoiser à l'avance aussi. Donc, il n'y a pas de raison de se retrouver le nez dans le guidon la veille. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème Parcoursup. Et il n'y a pas que Parcoursup. En fait, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que c'est une stratégie et que dans votre stratégie d'orientation, c'est un peu comme un jeu. Vous avez des écoles avec Parcoursup, des écoles sans Parcoursup, des écoles à l'étranger qui ne sont même pas dans le même système, etc. Il y a plein de possibilités, et c'est un peu à vous de trouver quel est votre... là où vous vous sentez à l'aise, en fait. Là, vous comprenez les règles du jeu dans chacun des cas. Le fait d'être sur Parcoursup, ça veut juste... c'est certains critères qui doivent être respectés par l'école. Par exemple, ne recruter que par Parcoursup. Ils ont signé une charte que tout le monde n'a pas envie de signer. C'est pas une question, pour moi, de qualité des études. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on peut penser. Parcoursup, ils sont référencés par l'État, donc c'est fiable, etc.
Non, moi je connais plein d'écoles de très bon niveau, comme Lisa, voilà. Non, mais de très bonne qualité, qui font aussi le choix de ne pas être référencés sur Parcoursup pour ne pas être contraints par les délais de Parcoursup, par les méthodes de Parcoursup, qui ont envie de parler à des élèves avant de voir leur dossier, voilà, etc. Il y a plein de choses à étudier, mais Parcoursup, ça ne doit pas être le sujet central. Le sujet central, c'est l'orientation et le projet. Parcoursup, c'est un moyen. C'est écrire une lettre de motivation, aller à une journée porte ouverte, remplir Parcoursup. Voilà, c'est une des étapes. Nous, on a fait le choix de ne pas être Parcoursup. C'est lié aussi au fait qu'on est une école professionnalisante. On est moins semblable à la fac que d'autres écoles qui sont très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contrôlé. Tout au contraire, on a toute une série de contrôles pour avoir la reconnaissance par le ministère de la formation professionnelle. On est Calliope, c'est-à-dire que toutes nos formations sont auditées, nos process sont audités. On est pour la partie alternance qui arrive plutôt en deuxième partie, plutôt pour les masters, mais ça nous oblige, on est contrôlé une troisième fois par l'OPCO, etc., etc. Donc France Compétences, donc je peux vous dire que je pense pas qu'on puisse être plus contrôlé et plus certifié qu'on ne l'est alors qu'on est hors Parcoursup. C'est vraiment, par contre, ce que Perrine a dit, auquel je suis moi particulièrement sensible, et c'est qu'on aime bien vous rencontrer les parents, mais aussi rencontrer les futurs étudiants en vrai et pas à travers un dossier. Nous, le dossier, il est un peu secondaire, et ça, c'est une personnalité qui nous intéresse. Et c'est le développement de la personnalité qui fait la différence. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on n'est pas Parcoursup. On a abordé pas mal de points, et je me disais que vous aviez peut-être envie, vous, de poser des questions. Alors, comme je vous dis un peu la règle du jeu, si je puis me permettre, c'est dans un premier temps, si vous profitez du fait que vous avez un panel donc d'experts pour poser des questions générales, puis dans un deuxième temps, peut-être après 10 minutes, on verra un peu, là on pourra poser des questions peut-être plus sur l'école elle-même. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui veulent avoir des réponses plus précises. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions sur cette méthode, cette démarche ? Là, on n'est qu'en novembre, Parcoursup n'ouvre qu'en janvier, et même de toute façon, les admissions, fin mars. Donc là, on est dans une phase où on peut encore se poser toutes les bonnes questions. Donc, est-ce qu'il y a des sujets ou des questions que vous vouliez poser à Perrine, à Mélissa, Audrey, Elodie, sur comment s'y prendre ? Vous avez tous un discours très enveloppant, rassurant, et ça c'est super, sauf que, voilà, après, j'ai déjà échangé avec certains d'entre vous, après discussion, c'est vrai que le monde de la mode fait peur aux parents, et c'est un monde qui n'est pas toujours évident, alors pas pour toutes les boîtes, mais quand même pour la plupart, des heures de travail à n'en plus finir, etc. Mais bon, c'est un métier passion, donc c'est aussi ça. En fait, c'est ça qui fait peur aussi, c'est de se dire que un membre de notre famille ou pour certains, leur enfant va être un peu livré dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a une préparation à ça, hormis des stages ? Parce que psychologiquement, ça peut être un peu compliqué. J'ai presque envie de faire un parallèle avec l'éducation. C'est pas parce que le monde est dur qu'on gifle nos enfants pour les préparer à cette dureté. Donc nous, on a un parti pris qui est d'être l'école sympa de la mode, sans encore l'ambition de réformer tout le secteur non plus, mais de les armer en disant, en fait, vous avez des ressources en vous, on vous donne des clés pour apprendre à travailler en équipe, pour avoir la capacité de prendre une distance par rapport à des retours critiques qui peuvent être faits pour dépersonnaliser, etc. Donc on propose des ateliers, notamment dans le workshop en rentrée de 2e année, où là on rentre vraiment dans ce côté professionnalisation. On a régulièrement des partenariats avec des marques, où, pour le coup, les étudiants, ça, Mélissa, tu pourras en témoigner, sont parfois confrontés à la houle des indécisions, des timings qui leur sont rallongés, raccourcis. Et là-dessus, ils sont accompagnés par les équipes. Donc, en fait, de toute façon, personne ne sera jamais préparé à la première expérience professionnelle dans laquelle tu vas être. Je
pense qu'on peut tous en témoigner ici. Moi, je viens pas de la mode, je suis agrégée d'italien. La première fois qu'on m'a balancée dans une classe, j'avais 19 ans. J'étais censée être assistante de français et en fait, j'avais ma classe à moi toute seule qui avait tous 19 ans aussi. Cette expérience-là, je pense que toute forme d'entraînement n'aurait pas pu m'y préparer. Donc nous, dans les stages, on reste disponible pour les élèves. Moi, je récupère régulièrement des élèves au téléphone ou derrière, j'appelle les maîtres de stage en disant « Alors, ça va falloir changer de façon de faire, c'est pas OK. » Et on dans des briefs, en fait, avec eux. Parce que de toute façon, ils vont vivre des expériences qui vont être plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Si déjà, tu as quelqu'un avec qui tu peux en discuter pour prendre du recul et décider de la stratégie de gestion de cette situation compliquée, c'est te donner les moyens de, par la suite, pouvoir affronter ça. Maintenant, à part la bonne volonté, l'envie, l'accompagnement qu'on peut proposer aux étudiants, les stages, le vrai monde, tu tombes dedans, quoi. Mais je sais pas si tu as peut-être envie, comme dans tout corps de métier. Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est que aussi, quand c'est son propre secteur de passion et qu'on a vraiment envie, on est capable aussi d'accepter un peu plus de choses. Moi, j'ai toujours trouvé ça atroce, le domaine de la finance. Moi, je suis entrepreneuse, il y en a plein qui trouvent ça atroce et très difficile, l'entrepreneuriat. Et voilà. Donc, en fait, on a aussi un a priori sur un monde qu'on ne connaît pas, qui a ses propres codes, et c'est probablement le cas de la mode par rapport à d'autres. La finance, on imagine que c'est que des chiffres et des choses comme ça qu'on ne connaît pas, ça fait un peu peur aussi. Donc, c'est aussi ça. Après, je pense que la réalité du monde du travail, de toute façon, va évoluer. La mode n'est pas prête de disparaître non plus. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a la mode, il n'y a pas que les grandes marques, il y a aussi plein de petites maisons, plein d'ateliers anonymes, plein de marques qui vont se créer, plein d'étudiants qui vont créer leur marque, mais d'autres qui vont travailler chez d'autres marques. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est un monde vaste et ce serait pas le domaine dans lequel j'aurais plus peur de lancer mon enfant si il en a envie. Et je pense que l'envie et l'engagement, ils sont vraiment importants. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font des écoles de mode et de plus en plus. Et est-ce que derrière, en fait, la demande suit? Mais tu vois, j'ai réfléchi et j'étais en mode, oui, mais en fait, c'est comme tous les gens qui font, j'en sais rien, qui font des études de finance et au final, qui veulent tous devenir banquiers, mais au final, il y a autant de banquiers qu'avant et au final, ils trouvent quand même un métier. Mais par contre, le fait que ce soit une école du coup en création, en fait, elle avance avec son temps, comme Claude 3D, du coup, qui est un apprentissage que moi j'ai eu en troisième année. À partir de la troisième année, qui est quelque chose que je voyais pas avant et qui maintenant évolue énormément, où en fait il va y avoir vachement de design 3D, où ça va être vachement plus demandé. Et je sais que là, dans beaucoup d'offres de stage où moi j'ai pu faire, c'était tu sais faire de la 3D, il y a quasiment pas d'écoles qui font ça. Et j'ai dit ouais, et ils étaient là en mode mais c'est trop cool. Et en fait, t'as des corps de métier qui se créent en fait avec le temps. Donc faudrait pas avoir peur on apprend tellement de choses différentes qu'on peut faire plein de choses différentes. Je vais pas aller en opposition avec ce que vous avez dit. Moi j'ai été en ressources humaines pendant 20 ans dans le métier. Il y a des situations de tension extrême, surtout dans les parties les plus créatives. Faut pas se raconter des histoires. Il y a beaucoup d'émotions qui sont générées par les marques, qui sont générées par la créativité, etc. Il faut rentrer dans ce monde-là, et je vais pas répéter ce qu'ont dit Perrine, Mélissa et Audrey, mais par contre, factuellement, on a la chance en France d'avoir des entreprises de mode et de luxe qui sont les leaders mondiaux, qui est une industrie qui est pas très délocalisable. Vuitton, Chanel, Hermès, Dior, c'est quand même une maison comme Louis Vuitton, la maison Vuitton, pas LVMH, c'est déjà 20 milliards d'euros. Il y a énormément de jobs qui vont changer, qui évoluent, etc. Donc avec un climat qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas vraiment pire que dans beaucoup de boîtes de cette taille-là, et c'est plutôt plus fun. Donc c'est une industrie prospère, qui est dynamique et qui est centrée sur la France. On est sûr que les studios, on est plutôt dans une situation où les studios je pense à Loewe par exemple, qui est une marque historiquement espagnole, dont la création est dirigée par un Anglais, le studio est à Paris. Donc
Je dirais que par rapport, on a cette chance. On voit malheureusement l'industrie automobile qui souffre. L'industrie du luxe et l'industrie de la mode. Et il y a des petites marques, il y a des moyennes marques, il y a des petites. La réussite d'un Jacquemus est quand même extraordinaire. Alors il n'y a qu'un Jacquemus évidemment, mais derrière Jacquemus, il y a des dizaines de stylistes, de gens qui font pas de la créa à longueur de journée, mais qui vont acheter des tissus, développer des prototypes. Enfin, il y a une très grande variété de métiers. Donc, loin de moi l'idée de dire que tout est rose et tout est beau, mais factuellement, c'est quand même une industrie qui, en France, reste l'une des plus prospères et les plus solides. On est un petit peu en avance parce qu'elle est qu'en première, donc on veut un petit peu anticiper pour avoir le temps de réfléchir, comprendre, évaluer, etc. Alors, ce qui est le plus difficile, moi je parle au niveau personnel, c'est de choisir, comprendre. Parce que la mode, c'est un métier, comme vous l'avez dit, qui est très vaste et qui offre de nombreuses possibilités de carrière. Alors, comprendre ce qu'on veut faire, c'est difficile, non, quand on sort d'un bac, même si on a touché à des choses, professionnelles, de la mode, on commence à comprendre un petit peu ce qu'on fait des stages, tout ça. On a peut-être la famille dans la mode aussi, donc ça aide. Mais effectivement, vous, par exemple, dans votre parcours, alors vous aviez une passion, vous avez compris, c'était ça, mais c'est le cas de peu de personnes en réalité. C'est vraiment un don, c'est une chance, inouïe. Puis après, vous avez même changé pendant votre parcours, parce que du coup, donc c'est un petit peu ça qui met en tension les parents, je crois, en général, non, de se dire, on aimerait bien que ça passe de A à B, mais ça va être un parcours en réalité de tentative, non ? Et donc, je voulais un petit peu comprendre. Alors, moi, ce qui m'intéresse comme parent, parce que là, j'ai une jeune fille à côté de moi qui aime beaucoup de choses. Alors, ça passe aussi par l'artisanat. Là, vous avez parlé de broderie, par exemple. Alors, moi, il y a aussi d'autres choses très, très intéressantes dans l'artisanat de luxe. Est-ce que l'école permet de développer ces choses un petit peu particulières, ces niches, parce que moi personnellement, je crois dans ces niches. Je crois qu'il y a vraiment un avenir dans l'artisanat de luxe, mais celui vraiment du petit artisan. Alors ça c'est un thème qui m'intéresse. Donc je voulais comprendre comment, dans un parcours, dans votre école, on peut découvrir comment ça se passe, la découverte et le choix, comprendre ce qu'on aime plus ou pas, et peut-être découvrir le 3D ou autre chose, Comment ça se passe ? Du coup, moi, je vais parler de mon expérience personnelle, mais on va dire que au lycée, déjà, moi, j'étais j'étais une élève studieuse, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire, il y avait un truc à faire, je le faisais toujours. J'ai fait un bac, du coup, moi, j'avais la réforme, j'ai fait histoire géopolitique et... Pas du tout, mais en plus, c'était même pas en but après de faire quelque chose. J'étais vraiment là en mode je fais des maths parce que je suis forte, de la littérature anglaise parce que je veux parler anglais et de l'histoire géopolitique pour une culture G. C'était vraiment, j'ai fait ça comme ça. Et donc en fait en première année, j'ai fait les travaux qu'on me demandait de faire. Je ne cherchais pas plus, pas moins. On propose beaucoup de choses. Mais je n'en avais. En fait, c'était aussi la découverte de la vie étudiante où j'avais envie de sortir, on va pas se mentir, que je découvrais en fait. Donc, j'ai pas du tout eu ça en première année. Mais par contre, en fait, c'est aussi un des conseils que je donne à tous les premières années. C'est qu'il faut. C'est nous-mêmes. En fait, c'est par nous qu'on va pouvoir se spécialiser dans quelque chose. Et c'est vraiment en le faisant. Après, l'école, dans ce cas-là, aide beaucoup parce qu'il y a des workshops spécifiques qui font que. En fait, si on veut demander des workshops, c'est des ateliers. Donc en fait il y a des ateliers qui sont proposés, des ateliers maroquinerie, enfin l'année dernière en tout cas il y a eu un atelier maroquinerie, lunettes, joaillerie, broderie. C'est en plus du cursus, c'est intégré. C'est intégré dans le planning, c'est pas facultatif. D'accord. Ça doit compléter le tronc commun. C'est ça. C'est pas facultatif et c'est au choix. Et par contre en première année, c'est bon, je viens de me rappeler, c'était il y a un peu longtemps, mais on a cette base-là où en fait c'est l'apprentissage de tout. Donc c'est-à-dire que moi j'ai ce souvenir-là plus en textile où en fait le textile c'est les matières, mais où en fait on apprenait à faire de la maille, donc comme sur les pulls, on apprenait à faire des teintures sur tissu, on apprenait à faire de la broderie, en fait il y avait toutes les possibilités
qui nous étaient montrés. Et après, on avait des projets où on était plus libre, où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et là, c'est nous qui choisissions ce qu'on voulait faire. Mais par exemple, en première année, je ne sais pas si c'est toujours exactement la même chose maintenant, mais à la fin de l'année, enfin le deuxième semestre, on devait faire une collection où on devait introduire dedans 2 textiles différents, qui du coup pouvaient être en fait, tout au long de l'année, ce qu'on a préféré. Et je sais qu'après, moi j'avais un peu envie de toucher à tout, donc quand j'étais en deuxième année, je suis partie en Erasmus en Espagne, où c'était beaucoup plus libre et je parlais pas espagnol, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai appris par moi-même et en fait je me suis lancée dans le crochet. Et donc j'ai fait une collection en crochet avec du cyanotype, qui est une technique pour imprimer sur des tissus, et en fait l'année dernière j'étais je veux encore faire quelque chose de différent. Et en fait, c'est au long du cursus et on apprend plusieurs techniques et il y a plein de choses qui sont proposées. Donc, J'aime beaucoup l'artisanat de luxe et je trouve que c'est un vrai bel avenir aussi. La difficulté, c'est que c'est très spécialisant. C'est-à-dire qu'on choisit une spécialité d'artisanat et qu'on va développer jusqu'à être un artisan, un expert de son domaine très précis. Et c'est vrai que quand on n'a pas de passion spécifique, qu'on est plutôt touche à tout et prêt à découvrir d'autres domaines, ça peut être quelque chose sur lequel on va spécialiser après, en fait. On va commencer par une formation un peu plus vaste pour découvrir, et puis on voit plein même d'adultes ou de personnes de l'âge des parents qui se reconvertissent dans l'artisanat derrière, qui refont une formation. C'est ouvert à tous les âges. Alors qu'une école de mode, souvent, ça se fait après le bac. Enfin, voilà, ça se fait plus difficilement à 40 ans, quoi. J'ai juste un petit truc à rajouter. Là, du coup, dans mon stage, il y a des personnes de tout âge et il y a des stagiaires qui ont 56 ans, 70 ans et qui apprennent le corps de métier et qui n'ont jamais fait ça. Là, il y a une dame qui est architecte, qui a 65 ans et qui découvre la broderie. Et en fait, il y a plein de costumiers et là, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, moi, je suis intermittente du spectacle, donc je travaille, je gagne mon argent. Et en fait, tous les ans, je fais de nouvelles formations. Parce que j'ai, en fait, toute ma vie, je vais apprendre. Donc, il y a des gens qui se spécialisent à tout âge. Et c'est tout le temps. Oui, mais je trouve ça intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement de comprendre s'il y avait une variété, une ouverture sur différents corps de métier. Oui. Parce que la vraie difficulté, c'est effectivement à 17 ans avec un bac, ne pas savoir quoi faire, parce qu'ils ont fait 3-4 stages, même si c'est des beaux stages, mais c'est toujours dans des secteurs bien spécialisés. Donc comprendre, parce que effectivement, je pense que dans le système actuel, il n'y a pas assez d'ouverture sur une proposition sur la variété de tous les corps de métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent que de design, de devenir des grands stylistes, des designers, mais il y a tout le reste derrière qui est peu connu, peu développé. Je pense qu'effectivement, c'est bien de se renseigner dans les écoles, justement de tous les à côté, intégrés obligatoirement ou de manière facultative au programme, parce que globalement sur la mode, mais je pense que la plupart des écoles ont ce même système-là, c'est que on diplôme à peu près sur les mêmes titres, donc on va proposer des parcours qui sont assez similaires les uns aux autres, avec quelques différences. Donc c'est vraiment de regarder les spécificités, de demander dans le parcours pédagogique, les workshops ou les interactions, les partenariats qui peuvent exister. Après, s'il y a une curiosité très très large, il y a quand même en France le système des prépas. C'est de passer par une année de prépa qui va te permettre de tester un peu sur la partie créative, un peu de la mode, un peu de l'archi par exemple, un peu de l'animation. Il y a certaines écoles qui proposent une année, en tout cas à l'ISA, c'est proposé. À l'ISA, on propose une prépa comme l'a décrite. Donc, on est 4 écoles sœurs à Paris. On a mode, archi d'intérieur, graphique, design et communication et jeux et animation. Et on a une prépa où trimestre après trimestre, on va être de plus en plus spécialisé. Donc, premier trimestre, on découvre tout. Deuxième trimestre, on a deux majeurs. Et troisième trimestre, on se spécialise dans une des majeures. Et si tout se passe bien, on peut rentrer en deuxième année. Si on a un peu effleuré un peu tout, etc., c'est une bonne prépa pour rentrer en première année. Les deux sont possibles. Mais, alors ça, je fais un petit peu quand même, je parle un peu de l'école quand même, de la nôtre. D'abord, on accueille tout le monde, on accueille vraiment tout le monde à condition qu'il y ait le bac
et un intérêt pour le monde de la mode. Et donc, en fait, c'est ce que décrivaient Mélissa et Elodie peut renchérir. Il y a toute une série de workshops différents, d'ateliers, d'expériences. Et quand on voit, 3 ans après, au moment du défilé, eh bien, chaque étudiant a développé sa propre personnalité, sa propre voix. Certains ont travaillé plus la maille, d'autres... et certains ont été très loin dans l'artisanat d'art. Je pense au Juste Corps de Luca, qui est il y a plus de 1000 points d'attache, c'est un juste corps tressé en cuir, etc. Donc il y a un vrai travail de la main. Et ce que je dirais, c'est une des choses auxquelles l'équipe pédagogique, l'équipe encadrante et moi-même, le développement de la personnalité, moi ce que je dis aux étudiants quand on les accueille en première année, ici vous êtes là pour découvrir qui vous êtes et à devenir vous-même. Vraiment, développer votre personnalité, ce qui passe par le développement de la curiosité. Et on essaye avec Audrey de créer un environnement. Par exemple, on a sorti de la bibliothèque de la pièce où elle a été sous clé. Moi, je veux que les étudiants puissent, au moment des pauses ou quand ils ont des travaux libres, etc., prendre un livre et puis par hasard découvrir le travail de Maliane Vionnet, le travail d'un artiste pop art des années 60, un architecte, etc. Bon, s'ils ne le replacent pas au bon endroit, c'est pas la fin du monde. S'ils l'emportent travailler chez eux, je préfère qu'ils le rapportent à l'école après. Mais c'est développer la curiosité, développer, et c'est ça qui fait que vous devenez vous-même. Et ça, c'est très très important. On est effectivement dans une période, alors on peut se chercher soi-même à 40, 50, 60 ans, mais c'est quand même plutôt autour de 20 ans qu'on apprend à devenir qui on est. Et c'est tout à fait normal. Et peut-être qu'il y a des outils, moi, en tant qu'ancien parent, comme je disais tout à l'heure, on a tous été confrontés à des jeunes dont on sent qu'ils ne savent pas très bien qui ils sont. Il y a des outils pour essayer de préciser ça. Ça peine, ou peut-être en dire un mot. Je peux en parler parce que justement, ça sort la semaine prochaine sur Azimut. Je peux en parler. C'est un quiz sur les intelligences multiples. Et moi, c'est un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps. En fait, les jeunes ne sont pas définis par leur bulletin scolaire. C'est pas un bon en maths, un bon en histoire géo, un bon matheux ou un littéraire. Je trouve que c'est très réducteur. Et en fait, il y a un grand psychologue dans les années 80 qui a développé cette théorie des intelligences multiples. Il y en a 8 différentes, je ne les connais pas par cœur. Mais à travers un quiz, on peut vraiment se placer dans des dominantes. Il y a déjà, on n'a pas qu'une, on n'est pas que matheux ou que littéraire, mais on peut être naturaliste et interpersonnel, voilà. Et ça permet en fait d'initier pour les parents des discussions en disant voilà, toi tu sembles avoir ça comme dominante, comment est-ce que tu veux le vivre au quotidien, comment est-ce que tu veux le développer, ou en fait tu vois dans le métier de la mode par exemple, il faudrait plutôt avoir cette intelligence-là, ça se développe l'intelligence, donc en fait il est toujours temps de se dire je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, donc comment je fais pour l'améliorer, je l'ai pas en dominante, mais on l'a tous un petit peu, comment est-ce que je fais pour le développer, donc voilà, c'est un outil qui existe dans le monde entier, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme je vous l'ai dit, mais sur Azimut, il y a la possibilité de télécharger le quiz, de le passer, etc. On a des petites cartes pour donner les coordonnées d'Azimut aux gens qui le réclameraient. Moi non plus, j'ai pas prévu de carte. Oui, on était. J'aurais peut-être pu me gérer moi-même, mais non. Voilà, mais azimut-orientation.com. Est-ce que vous avez d'autres questions vous voulez qu'on poursuive? Oui. Petite question basique. Vous parlez de la personnalisation des l'école et la suivi, ça a l'air génial. Du coup, on a l'impression que c'est des très petits groupes. Ils sont combien les élèves? C'est une trentaine d'élèves par classe. Et on a 8 classes en première année. 8 classes de première année, tout confondu. Tout confondu. 6 classes de design et 2 classes de business. Pareil en deuxième année. Et on est à 5 plus de 7 en troisième année. Au total, on a 29 classes. D'une trentaine d'élèves. Non, on attache beaucoup d'importance à créer une atmosphère, et c'est pas qu'une atmosphère, mais d'une maison. Aujourd'hui, alors je peux pas promettre pour l'avenir, mais tous les cours se déroulent ici.
et on a un rapport avec les étudiants. Audrey a un système de WhatsApp qui permet à chaque étudiant de la contacter si elle a une question, si elle a un problème, etc. Les chargés de promo sont là. On a des référents, enfin on a des possibilités de suivi, on a des délégués. Hier, dans cette pièce, il y avait plus de 50 délégués qui étaient là, et la discussion s'est prolongée assez tard dans la soirée pour se faire l'intermédiaire. Et puis les étudiants, on se connaît, moi je les vois tous les jours, on est au milieu d'eux, et vraiment, on a une devise, on apprend mieux quand on se sent bien, et on essaie, dans la mesure du possible, de l'incarner véritablement. Donc on est tout le temps dans les couloirs, ma porte est ouverte. Enfin, il y a vraiment une volonté assez délibérée de proximité. Et alors, on a la chance d'avoir un corps enseignant fantastique. Mais toi, est-ce que tu peux parler du rapport que tu as avec chacun d'entre eux, de tes élèves? Les premières années, à partir de maintenant, je commence à connaître leurs noms et prénoms. Ça y est, ça rentre. Ils sont nombreux, mais ça vient. Il y a toujours un dialogue possible. On est, dans l'équipe enseignante, plutôt des professeurs à l'écoute. Ça veut dire on a tous des règles d'enseignement qui nous sont propres. Chacun a ses limites de tolérance. Bon, ça, c'est naturel. Tout ça est mis en place avec les étudiants individuellement, de professeurs à étudiants, mais ils sont quand même libres de venir nous parler. Donc ils ont suffisamment confiance quand même pour venir nous parler quand ils ont, il peut y avoir des problèmes personnels, des empêchements, des choses comme ça. Donc la relation qu'on a avec les élèves, c'est plutôt une relation, je dirais, on est là pour leur donner des outils, c'est vrai, on est des interlocuteurs sur nos expertises, tous les professeurs ici sont professionnels, travaillent à l'extérieur, donc on essaye aussi de leur donner des clés sur le travail, comment ça se passe à l'extérieur, les attentes des entreprises et ce que nous on vit aussi en tant que professionnels. Et on les suit. Alors moi par exemple, je n'ai plus les 3e années en cours, mais ils continuent de venir me voir régulièrement pour me demander des choses. Tu me parlais de l'une ou l'autre. J'ai eu Mathéo, j'ai eu Alba, j'ai eu 3 élèves cette semaine qui sont venus me voir sur leur projet personnel, alors que normalement non, mais on dégage quand même du temps pour les aider, les accompagner, ceux qui le veulent, ceux qui ont besoin. Donc on essaie de se rendre disponible et on a un rapport plutôt... on fait notre maximum pour les aider. Notre maximum. Alors après, je ne fais pas une hotline pour les... Voilà, mais on sait se rendre disponible quand même. Alors d'abord, merci beaucoup parce que vraiment, Élodie parle au nom de la totalité de nos professeurs. J'entends quelquefois dire « Ah, mais vous, les écoles comme l'ISA, vous n'avez pas des vrais profs. » Et alors moi, ça me met hors de moi. D'abord parce que c'est une espèce de mépris du travail, tu prends sur tes heures perso pour les accompagner. Et surtout, le fait d'avoir des professionnels qui ont vécu la vie de l'entreprise, c'est magique pour les étudiants. Et j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, les agrégés de l'enseignement secondaire qui maîtrisent bien leur discipline, qui maîtrisent bien leur classe. Mais pour le supérieur, où il s'agit de finalement rentrer dans un monde de la mode, le fait d'avoir des profs qui savent de quoi ils parlent, qui ont toujours leur business, leur activité, ou alors on a plusieurs d'entre vous qui ont leur propre maison de couture, on a des responsables marketing de boîtes, etc. Donc quand ils parlent du monde réel, ils savent de quoi ils parlent. Et donc pour moi, c'est plus des vrais profs que d'autres. Il y a aussi énormément d'intervenants extérieurs. Voilà. Pour nous accompagner, parce qu'on n'est pas expert sur tous les sujets. Donc, dans ces cas-là, on fait appel, énormément en business d'ailleurs. Un peu. Alors, sur les workshops de business, il y a énormément d'intervenants extérieurs qui sont des professionnels, qui ne sont pas des professeurs, mais qui viennent pendant 1 journée, 2 jours, 3 jours, pour participer à un projet avec les étudiants et qui vont leur donner des outils différents de ce qu'on fait au quotidien, quoi. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, la semaine s'avance vite, on avait 1083. Certains d'entre vous connaissent, c'est une entreprise qui est une des plus belles entreprises du Made in France, qui fait tous ses jeans dans la région de
roman, si je ne dis pas de bêtises, et tout est produit à moins de 1083 km c'est-à-dire la taille de la France, si vous voulez, et qui va faire travailler tout un groupe d'élèves pour réinventer un petit peu des produits nouveaux. Ils font des jeans merveilleux, je vous conseille de les essayer, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Et donc nous, on va bosser avec eux. Ça, c'est un cas réel de vraie vie, et les gens de 1083 sont venus nous briefer, et les étudiants vont travailler sur des choses qui ressortent de la vie réelle. Oui, justement, moi je me demandais, du coup, les élèves, vous sortez parfois avec eux vers montrer un peu ce que font des vrais artistes, des maisons de couture, je sais pas, des défilés. Comment vous les intéressez justement? Alors, par plein de techniques. La première étant que chaque professeur a pour mission d'organiser au moins une visite par an, si ce n'est 2, en lien avec sa matière, dans un endroit qui est pertinent. Donc les profs de textile vont aller chez Nona Source ou dans des usines de textile pour faire tester les étudiants. Donc c'est une grosse organisation, mais ça se fait. Dans les Fashion Week, il y a des petits challenges ou autres qu'on donne aux étudiants et on les libère certains jours pour qu'ils puissent y aller et en profiter. On reçoit énormément d'offres de stages d'habilleurs pendant les Fashion Week, en l'occurrence. Là, c'est toujours un moment qui est hyper grisant pour les étudiants parce qu'ils y vont souvent en groupe, donc avec des copains. Est-ce que c'est pris en compte financièrement ou bien... Ça ne rajoute rien à la formation. Ça fait vraiment ces parties intégrantes. En tout cas, dans le cas de l'ISAMOD, c'est vraiment partie intégrante du cursus. C'est de sortir des murs. On a une très belle école, on est ravis de passer du temps dedans, mais c'est aussi d'aller voir ce qui se passe en dehors, dans Paris, et dans ce style de métier. Avec la carte étudiante. Et avec la carte étudiante, effectivement, ils ont accès à énormément d'avantages aussi. C'est une gratuité. Ouais. Oui. Même de la carte de l'ISA aussi. Oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie mes intervenantes qui, j'espère, ont été répondu à vos attentes.